Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette réunion d'information sur les 3 modes de garde périscolaire qu'on va vous proposer ce soir. Donc cette réunion va être composée de 2 temps. Un premier temps avec une présentation à peu près qui va durer 45 minutes. Et puis un deuxième temps avec des questions, 1h30, voilà, on verra en fonction du nombre de questions que vous aurez à poser. Je voulais vous dire que ce soir on filme la réunion publique pour pouvoir demain la mettre en ligne pour les parents qui ne sont pas là ce soir, pour qu'ils puissent visualiser l'information. Donc d'ailleurs si vous avez autour de vous des parents qui n'étaient pas là, puisqu'il y a 1000 parents, donc là ils ne sont pas tous là ce soir, n'hésitez pas à leur dire, à leur en parler s'ils veulent plus d'informations, d'aller voir le film donc, qui sera mis en ligne sur le site de la mairie demain ou sur la page Facebook de la mairie demain ou après-demain, en fonction du temps qu'on aura pour le mettre en ligne. Je voulais, donc ce soir, il y a différentes personnes qui vont m'accompagner pour cette présentation. Ophélie et Sabine qui sont les 2 coordinatrices scolaires, Monsieur Maggiorani donc, qui est notre prestataire qui a travaillé avec nous pour réfléchir et nous apporter des éléments sur cette étude pour les 3 modes de garde, et puis Jean-Pierre Garrick qui est donc le directeur général de la commune. On sera tous là aussi pour répondre à vos questions ensuite. Voilà. Ensuite, je voulais vous redonner un petit peu la démarche qui a été mise en place donc, par la commune depuis 2014. Donc, tout d'abord, pendant la campagne des municipales, on avait annoncé le fait de vouloir mettre en place un ALAE. Donc ça, c'est quelque chose qui était tout à fait transparent au moment de la campagne. Donc c'est quelque chose qu'on portait. Ensuite, depuis 2014, on a rencontré plusieurs fois les parents d'élèves, notamment en 2016 et 2017, pour évoquer avec eux le sujet de quel mode de garde pour les enfants dans les années à venir. Et donc, suite à ces différents échanges avec les parents, il y a eu une demande forte de concertation. Donc ça a été entendu par les élus et on a été au maximum de la concertation en disant qu'on allait mettre en place un référendum. Donc c'est que ce seraient les parents qui choisiraient le mode de garde qu'ils souhaitaient pour leurs enfants. C'est-à-dire que nous, ce qu'on porte, et ce qu'on portait pendant la campagne, c'est l'ALAE, mais on est ouvert aussi et on va vous écouter. Et l'idée, c'est de prendre en compte le choix que vous allez faire pour la mise en œuvre du nouveau service. Ce référendum va avoir lieu entre le 16 et le 25 mai, donc ça va démarrer demain matin. Même si, après vous allez avoir les documents qui vont vous arriver normalement jeudi, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'ensemble des documents qui vont être dans les cahiers de vos enfants jeudi. Je vais vous montrer après. Juste on va rester sur cette diapo-là. Donc le choix des parents va être ensuite, on va prendre une délibération au conseil municipal en juin, en fonction du choix qui aura été fait. Et le nouveau service, quel que soit le mode de garde choisi, démarrera plutôt le 5 novembre, donc après les vacances de la Toussaint. Voilà. Donc je vais revenir sur les règles du référendum. Et si j'ai aussi oublié une petite information, pour les parents qui ne sont pas là ce soir, il y a des journées de permanence qui vont être proposées donc, aux parents. Donc on va être présent sur les écoles. Donc vous l'avez sur le flyer. À l'intérieur du flyer, je ne sais pas si quelqu'un en parle. Et des journées d'information en fait, où on sera présent à la fois les parents d'élèves et à la fois la mairie pour répondre aux questions des parents. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être là ce soir ou pour ceux qui ont d'autres questions. Donc on les a mis là sur le calendrier du référendum. Vous avez 3 dates. Donc ce jeudi 17 mai de 16h à 18h30, il y aura une permanence d'information pour les parents de La Fontaine. Le 18 mai de 16h à 16h30 à l'école des Darès et à partir de 16h30 à l'école maternelle Jules Verne. Donc il y aura à la fois les parents d'élèves, à la fois la mairie qui seront présents pour répondre à vos questions. Donc on essaie de faire le maximum d'informations et de communication, mais voilà, on espère que l'ensemble des parents auront l'information. Donc pour vous rappeler les règles du référendum, donc il y aura un vote par parent, c'est-à-dire que dans la même famille, il y a deux parents en général, donc chaque parent aura une voix. Même si vous avez 3 enfants, vous n'aurez qu'une seule voix par parent, c'est-à-dire que vous n'aurez pas 3 voix par parent, voilà, c'est une voix par parent. Les parents qui voteront seront les parents
des enfants actuellement scolarisés entre la petite section et le CM1. Les parents de CM2 ne voteront pas parce que, puisque l'année d'après, leur enfant sera en 6e. Et par contre, les parents des futures petites sections voteront. Donc là, on a 66 parents concernés, en sachant que certains d'entre eux ont déjà leurs enfants scolarisés, par ailleurs. Donc il n'y aura toujours qu'un seul vote par parent. J'espère que c'est bien clair. Et donc, pour que le référendum soit valide, on a fixé une règle, on a échangé avec les parents d'élèves pendant le comité de pilotage, et on a fixé une règle pour que le vote soit valide, il faut que 60% des parents votent. Qu'ils votent blanc, nul, ce qu'ils veulent, il faut qu'ils s'expriment. 60% des parents s'expriment. Je voulais juste rappeler que c'est très rare en France qu'il y ait des référendums, et que c'est même la première fois en France qu'il y a un référendum sur un sujet comme ça, qu'on vous propose aujourd'hui de définir vous-même le niveau de service que vous souhaitez. Et donc on estime qu'il faut que les parents s'engagent et que s'il n'y a que 20% des parents qui participent au référendum, les élus n'ont... Enfin voilà, c'est pas logique que les élus suivent le vote, quoi. Et donc on a décidé qu'il fallait que 60% des parents votent, s'expriment, pour que le vote soit pris en compte par les élus et que les élus appliquent le vote qui sera fait par les parents. Voilà. Donc s'il y a moins de 60% de vote des parents, les élus feront leur propre choix au conseil municipal de juin. Donc c'est pour ça que c'est important que les parents se mobilisent, et moi je vous invite fortement à en parler vraiment autour de vous. Peut-être que tout à l'heure les parents d'élèves vous passeront aussi le message, mais la difficulté pour eux c'est de... les délégués de parents d'élèves, ils ne sont pas non plus si nombreux, et c'est assez compliqué pour eux d'informer tout le monde. Il y a à peu près 1000 parents à informer, donc n'hésitez pas à faire le relais, et c'est pour ça que je vous disais aussi, on va filmer, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc voilà, vous votez ce que vous voulez, vous mettez un dessin, vous votez ce que vous voulez, mais enfin, il faut que l'enveloppe elle soit dans l'urne, sinon si 60% des parents ne font pas cette démarche-là, ce ne sera pas pris en compte. Donc ensuite, sur le moment du dépouillement, donc vous allez avoir 3 choix. Vous allez avoir le choix de la garderie, on va en reparler après, le choix du périscolaire ou le choix de l'ALAE. Et en fonction, le soir du dépouillement, sur ces 3 choix, celui qui l'emportera, ce sera celui qui aura plus de 33,3%, puisque 100 divisé par 3, ça fait 33,3, donc potentiellement, par exemple, le premier qui l'emportera, ce sera celui qui aura 37%. Ce ne sera pas celui qui aura 50% plus une voix, comme on peut le faire quand il n'y a que 2 choix, là il y en aura 3. Donc voilà, potentiellement, ça peut être un qui a 37% ou 33,4% qui l'emporte. Voilà. Je voulais juste rappeler ça parce que je crois qu'on avait passé des messages, tout le monde n'a pas bien compris comment ça fonctionnait, donc on voulait rappeler comment ça allait fonctionner le soir du vote. Le soir du dépouillement. Alors, juste la diapo suivante. Concrètement, comment vous allez voter donc, je vous ai apporté le matériel de vote que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir une enveloppe comme ça dans le cahier de votre enfant, avec votre nom, puisque chaque parent aura son enveloppe. Dans l'enveloppe, chaque parent aura le flyer que vous avez tous eu sur vos chaises. Alors on ne les a pas distribués en amont parce que ça a demandé déjà un temps d'élaboration, notamment avec les parents d'élèves, on a beaucoup travaillé dessus, et donc on n'avait pas eu le temps de le finaliser pour le distribuer en amont, mais tous les parents du coup l'auront, on est sûr que tous les parents l'auront avec le matériel de vote. Donc dedans il y a toutes les explications. Ensuite vous aurez les 3 bulletins de vote, comme ça, simplement marqué ALAE, périscolaire et garderie, et ensuite vous aurez 2 enveloppes. Enveloppe numéro 1 et enveloppe numéro 2. Donc vous prenez le papier que vous voulez, vous le mettez, c'est comme expliqué sur la petite notice, mais vous le mettez dans l'enveloppe numéro 1, et l'enveloppe numéro 1, vous la glissez dans l'enveloppe numéro 2. Voilà. Et ensuite, surtout, vous fermez et vous signez au dos. C'est très important. C'est-à-dire que si vous ne signez pas au dos, votre vote ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc c'est le même système de vote que quand vous votez pour les délégués de parents d'élèves. C'est exactement le même système de vote et on a pris la même règle. Donc voilà. Donc, donc votre vote sera pris en compte que si vous avez signé, c'est important aussi. Et donc cette enveloppe-là, l'enveloppe numéro 2, vous la glissez dans l'urne. Donc derrière chaque enveloppe numéro 2, il y a marqué signature. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est pas sur l'enveloppe numéro 1 qu'il faut signer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vraiment la base pour la manière dont ça va se passer. Et est-ce qu'il me reste des choses à... Non, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis après, je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Et je vais passer la parole à M. Madjouani, donc qui va vous expliquer l'ensemble de la démarche.
Bon, bonsoir à tous. D'abord, je suis ravi d'être confronté à cette mobilisation. C'est la première fois dans ma grande carrière que je vois ce dispositif et je suis ravi voilà, de voir aussi autant de personnes qui sont mobilisées autour de leurs enfants et de l'accompagnement éducatif que la commune de Verdun-sur-Garonne sera capable de mettre en place. Alors, cette présentation est très objective en fait. C'est-à-dire que moi je mets en place un accompagnement avec la ville de Verdun-sur-Garonne pour étudier les capacités économiques, les capacités stratégiques, les ressources humaines, etc. Mais là aujourd'hui, bien sûr, on va se recentrer sur les éléments de base qui vont vous permettre de mieux comprendre quelles décisions vous devez prendre et de bien peser le pour et le contre. On ne peut pas commencer ce tal-là. J'ai oublié de me présenter. Alors moi je suis un ancien de la fonction publique territoriale, j'ai été cadre pendant 25 ans sur un service animation, jeunesse, sport, etc. Et depuis 5 ans, je suis consultant formateur. Alors l'intérêt de ce type de profil, c'est qu'à la fois je suis un conseil pour les collectivités territoriales, avec un contexte particulier aujourd'hui, mais je suis aussi formateur pour la fonction publique, donc je rencontre énormément de directeurs de services des sports, services éducatifs, ce qui me permet d'avoir un retour intéressant de ce qui se fait sur le territoire national. Votre commune maintenant, Verdun-sur-Garonne, un contexte en termes d'évolution de la population très particulier, mais pas atypique, caractéristique des communes périurbaines, avec une évolution de la population. Vous avez senti le lapsus, il n'était pas mauvais. Avec une augmentation de la population intéressante depuis 1999, avec une croissance très forte. Et une population qui a un niveau, vous le voyez sur ce graphique, un niveau d'augmentation important, et que vous comprenez parce que vous êtes en train de passer de la petite ville, du petit village à la petite ville. Voilà. Et donc il faut aussi que les services publics s'adaptent et que la municipalité soit capable de vous renvoyer des services adaptés par rapport à la taille de votre commune. Voilà, ça paraît évident. Voilà, vous êtes en train de changer de statut et nécessité de faire évoluer l'offre de services publics. Alors si on regarde maintenant la courbe de population classique par rapport aux tranches d'âge, on est sur une typologie très caractéristique des villes périurbaines, avec la population 0-14 ans très importante et en évolution. Vous avez ensuite une baisse de la population sur les 15-29 ans, qui est lié au fait que vos jeunes quittent Verdun-sur-Garonne pour poursuivre leurs études, soit sur des structures professionnelles, soit sur l'université, etc. Et vous avez un pic de population, parce que c'est tout simplement les nouveaux arrivants qui arrivent sur votre commune, et qui vont aussi continuer à amener des enfants dans vos écoles. Et ensuite, on a un vieillissement progressif de la population. Vous voyez. Donc on est sur une courbe très caractéristique des villes périurbaines. Et cette augmentation forte des 0-14 ans se poursuivra tant que vous serez dans ces évolutions régulières de population. Voilà, tout ça je vous l'ai dit. Un autre élément fort aussi, c'est qu'actuellement vous avez 578 enfants pour une population de 4800 habitants. Alors c'est beaucoup plus en fait que la moyenne nationale, qui est à peu près de 10%. On a à peu près 10% scolarisés dans les écoles primaires, maternelles plus élémentaires. On est au-dessus, ce qui veut dire qu'il y a un fort taux d'enfants d'âge primaire. Une fois qu'on a vu le contexte général de la population, on va rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail sur vos écoles. Alors voilà, première courbe, première succession de couleurs, c'est l'évolution de la population dans vos écoles maternelles depuis les années 2013, je vois moins bien que vous. Alors vous voyez qu'il y a une augmentation de la population et un palier. Mais ce palier, il est caractéristique des communes qui continuent à grandir, à évoluer, à avoir une augmentation de la population. Le jour où vous avez une stabilité de population, vous allez avoir un déclin de vos enfants, des enfants sur le plus jeune âge. Donc là, on est sur une stabilité, et bien entendu, souvenez-vous de la courbe démographique, vous allez avoir une augmentation régulière. Alors, avec des incidences sur les temps périscolaires maintenant, matin, midi et soir, très particuliers. C'est-à-dire que le taux d'accueil sur la garderie du matin, qui est le deuxième paquet de couleurs,
vous voyez qu'il y a une augmentation plus forte que l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés. Au niveau de la restauration scolaire, on peut considérer qu'on est à peu près sur le même niveau, mais on voit aussi qu'il y a 85% des enfants qui utilisent ce service, ce qui veut dire que c'est une vraie demande et c'est un vrai besoin. Et sur le soir, une évolution encore plus forte. Alors on en retire quoi comme élément de tout ça? On en retire d'abord que l'intérêt des parents pour ce dispositif est bien plus fort que l'augmentation des enfants dans les écoles, que le temps scolaire est un temps vraiment de nécessité absolue, sur lequel la municipalité s'est toujours positionnée en termes de mission de service public, puisque vous verrez que le prix que vous payez est loin de représenter le prix du coût réel pour la municipalité, mais là il y a un positionnement social très fort, avec un prix de revient faible. Et on constate actuellement, vous avez vu entre midi et deux, une forte hausse à surveiller qui nous surprend un petit peu. Mais vous verrez aussi que sur les autres années, c'est-à-dire les 4 premières années, on est sur un niveau annuel. Et là, pour l'instant, on est sur un niveau où il nous manque encore quelques mois. Et il nous manque ce fameux mois de juin où on a des modifications très fortes au niveau des fréquentations. Voilà sur les maternelles. En conclusion, population école constante et intérêt de plus en plus important pour les structures de garde de vos enfants en périscolaire. Deuxième diapo, c'est sur l'évolution des fréquentations au niveau des écoles élémentaires. Alors, un petit peu plus d'évolution au niveau de la fréquentation des écoles, même caractéristique pour le matin et pour le soir, toujours forte augmentation sur ces temps-là, et un palier entre midi et deux, avec une légère baisse aujourd'hui, parce que sur la colonne bleue, on n'a pas les chiffres de l'année complète. Et on sait très bien qu'au mois de juin, il y a une augmentation des populations sur le temps midi et deux, qui est aussi liée à l'arrivée d'une population saisonnière qui arrive autour des activités saisonnières autour du secteur de Montauban, qui vient alimenter un petit peu vos écoles. Donc on est sur une stabilité là aussi. Le constat est le même, Le constat est le même, c'est-à-dire que le taux de fréquentation des structures périscolaires est beaucoup plus important et va beaucoup plus vite que l'évolution des enfants dans vos écoles. On en a corrigé beaucoup, il y en a toujours. Merci, merci, très bien. Et ça a amené de la confusion dans ce que j'ai dit? Non. Très bien, merci, je la corrigerai. Super. Tout à fait. Alors maintenant, sur ces temps-là, aujourd'hui, il y a un fonctionnement. Et je vous rappelle, sur ce on est en train de travailler de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement particulier qui correspond à ce qu'on appelle la garderie, qui est liée à aucune réglementation particulière en termes d'encadrement. Et c'est Sabine qui va nous en parler. Assis ou debout, Sabine? Assise, allez. Alors, qui va nous expliquer, étape par étape, comment ça se passe aujourd'hui dans vos écoles. Donc, alors aujourd'hui, un enfant, il reste au maximum 5h10 à l'école, réparti sur 3 temps périscolaires. Le matin, donc de 7h30 à 8h20, ensuite de midi à 13h50 et de 16h à 18h30. Donc là, comme vous pouvez voir sur le tableau, on a fait les répartitions des animateurs sur les différents sites. Donc le site d'Arès-Jules Verne et le site La Fontaine. Nous n'avons pas du tout le même nombre d'animateurs sur les deux sites car il y a beaucoup plus d'enfants sur La Fontaine, sur les temps en garderie. Donc il faut savoir que depuis 2014, il y a eu 2 étapes au niveau du service enfance. La première étape avec une amélioration de la qualité du service, avec beaucoup plus d'animateurs. Mais par contre, la deuxième étape qui est depuis là cette année, donc le août 2017, avec la perte des CAE, qui nous a favorisé le déclin au niveau du service, avec la perte de certains contrats. Mais par contre, la fréquentation des enfants, elle est de plus en plus importante. Aujourd'hui, il est difficile, voire impossible pour les animateurs de mettre en place certaines activités ou même des activités sur certains sites. Il faut savoir qu'un animateur, actuellement, pour faire une activité, il faut qu'il prenne au moins 25 enfants pour pouvoir désengorger un peu la cour et aider ses collègues.
Et il est vraiment difficile de faire une activité avec 25 enfants. L'idéal, c'est entre 20 et 15 enfants pour que l'animateur puisse vraiment porter une attention sur chaque enfant. Donc les animateurs, par contre, que nous avons sur les sites, il faut savoir qu'ils sont tous formés. Ils ont le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ou ils sont en cours de le finir. Donc ce sont des animateurs formés aux activités, très motivés, et pour le coup frustrés de ne pas pouvoir faire leur travail pleinement. Malgré toutes ces difficultés, les animateurs ont quand même voulu mettre cette année en avant leurs compétences, et parce que les enfants, malgré tout, sont quand même demandeurs. Et on a quand même fait quelques activités sur les écoles. Notamment, pour vous citer, le concours qui a été fait pour le pôle environnement, dont l'école La Fontaine a remporté le premier prix. Il y a eu les panneaux carnaval pour la PEV. Il y a eu les sculptures en récupération qui vont être bientôt exposées dans Verdun pour Unigaronne. Il y a eu la décoration pour le CCAS. Il y a eu des décorations de Noël dans les écoles, que vous avez pu voir au niveau des sapins ou des décorations, voilà. Les enfants font aussi des activités physiques et sportives. Mais malgré cela, on n'arrive pas à mener à bien notre travail aujourd'hui. Le manque de personnel, il se fait ressentir auprès des enfants. Donc aujourd'hui, si un enfant est pas bien ou isolé des autres, malheureusement, un animateur, un adulte peut passer à côté, parce qu'il y a un grand nombre d'enfants dans la cour quand même à surveiller. Nous travaillons cette année sur la création d'un projet pédagogique qui va servir de trame de travail pour le personnel et qui est en cours de validation, qui sera qui va être utilisé dès la rentrée de septembre. Donc ce projet pédagogique, il met en avant des axes qui vont permettre aux animateurs de travailler et leur permettre ainsi animateurs et ATSEM, je précise, puisque les ATSEM font aussi de l'animation sur le TAP, le temps d'activité périscolaire, leur permettre de mettre en place des activités et des activités cohérentes pour les 3 écoles. Donc nous avons mis en avant 3 axes. Donc le respect d'autrui, le développement de la citoyenneté et amener les enfants à faire par eux-mêmes. Donc ces activités seront proposées jusqu'au 5 novembre avec donc, ce projet pédagogique et suivant le choix qui aura été fait le 5 novembre, et bien dans ces cas-là, nous verrons ce que nous ferons avec. Voilà. J'ai oublié de dire un petit point, que les enfants en fait n'ont pas du tout le même comportement sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire. Sur le temps périscolaire, en fait, ils se défoulent puisqu'on leur demande tellement d'attention en classe que du coup, sur le temps périscolaire, ce sont des enfants un peu plus vifs qui demandent un peu plus d'attention et du coup des activités qui sont censées aller aussi dans ce sens pour les aider et qu'actuellement, il nous est difficile de faire. Merci Sabine. Alors tout à l'heure, on ouvrira un petit peu ce temps d'échange aux questions et vous n'hésiterez pas à poser des questions à Sabine. Alors maintenant qu'on a compris comment ça se passe sur le secteur du périscolaire sur Verdun-sur-Garonne, on va faire quand même une petite étape par le contexte national à plusieurs niveaux. D'abord le contexte général de ce que vivent les collectivités territoriales depuis 2014 maintenant. Vous en avez entendu parler, mais c'est une réalité. Voilà, les collectivités ont des difficultés. Verdun-sur-Garonne ne se plaît pas, mais par contre, elles savent aujourd'hui que c'est beaucoup plus difficile de gérer le service public qu'il y a quelques années. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'on a eu la réforme territoriale. La réforme territoriale qui est en plusieurs volets, qui a démarré en 81-82 avec la décentralisation, différentes étapes, et des étapes récentes très fortes qui demandent aux collectivités territoriales de se restructurer autour de l'intercommunalité, qui a amené des temps où il a fallu se poser des questions, et ça a été une période de construction qui n'est pas tout à fait terminée aujourd'hui, et qui va continuer à se mettre en œuvre. Le deuxième point très important, c'est la baisse des dotations de l'État. Alors la baisse des dotations de l'État, vous en avez entendu parler,
Moi qui travaille en contact avec les collectivités depuis plusieurs années, je vous garantis que c'est terrible, c'est pire que ce qu'on peut imaginer, en particulier sur les petits territoires, comme celui de Verdun-sur-Garonne, enfin, pour l'ensemble des territoires, mais pas que les petits. Et en même temps, on a eu une injonction de l'État sur la réforme des rythmes scolaires. Alors la réforme des rythmes scolaires, quand même, c'est quoi? C'est l'État qui a imposé aux collectivités territoriales de mettre en place une organisation du temps scolaire qui ne repose pas uniquement sur l'école, mais qui repose aussi sur le secteur éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il y a une vraie prise de conscience que ce temps-là, il est essentiel, et que la journée de l'enfant, finalement, et la continuité éducative, elle est portée à la fois par les enfants, par l'école et par les structures éducatives. Et le PEDT, finalement, suite à la refondation de l'école aussi, on s'est rendu compte que ces temps-là sont devenus essentiels pour certains enfants. C'est bien d'apprendre la géographie, l'histoire, les mathématiques, mais c'est bien aussi d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à se respecter. Et si vous vous souvenez ce que dit Sabine tout à l'heure au niveau des valeurs qui portent sur l'état éducatif, et bien finalement on se rend compte que ça construit le savoir-faire des enfants et le savoir-être, et que sur ces notions-là, les temps périscolaires sont particulièrement adaptés. Alors maintenant, c'est bon, on a fait suffisamment de recherches avec des chronobiologistes, avec des scientifiques, pour savoir que c'est essentiel. Mais là, c'est une obligation. Voilà, obligation maintenant de mettre en place ces temps-là. Et dernier point, alors, qui a été aussi un point sur lequel on doit prendre position, perte des emplois aidés. Voilà, il y avait des structures de type animation qui travaillaient pas mal avec des emplois aidés. Des emplois aidés qui n'étaient pas des emplois jetables, qui étaient des emplois qui permettaient d'avoir des temps de mise en œuvre de formation qui débouchaient sur des emplois salariés, voire des emplois de titulaires, ou pas, mais qui débouchaient généralement. Donc voilà, cette perte-là est tout simplement une perte financière. Donc les collectivités doivent porter tous ces éléments aujourd'hui, et qui vont amener à se poser des questions. Et en même temps, je vais vous donner un petit peu le contexte, mais très rapide, n'ayez pas peur, sur l'évolution des accueils périscolaires. Alors, avec des années importantes, les années 1970-1980, avec les centres aérés, comme on disait à l'époque, le centre aéré, c'est une appellation pour laquelle on s'est battu pour le faire disparaître, et la naissance de l'éducation populaire. Mais la naissance de l'éducation populaire, ça a été l'élément très fort qui a permis d'interroger les enfants et les parents sur la nécessité d'être force de proposition pour évoluer sur ces secteurs-là. Et ça a tellement bien marché que sur les années 90-2000, les accueils périscolaires et les centres de loisirs se sont structurés, et beaucoup avec les fédérations d'éducation populaire et le milieu associatif, qui a été force de proposition et d'innovation, et qu'il faut saluer aujourd'hui. Et ensuite, dans les années 90-2010, la généralisation des accueils périscolaires, donc les centres de loisirs en amont, mais depuis ces années-là, il y a eu une généralisation des accueils périscolaires, parce que dans les grandes villes, on les a, et finalement, chaque commune essaye d'avoir un service de qualité pour accueillir son enfant. Voilà, et 2013-2016, arrivée des PEDT, projet éducatif du territoire, et obligation de construire ensemble la continuité éducative avec l'éducation nationale, et ça c'est une nouveauté quand même, qui vient porter et s'associer au travail fait par l'État périscolaire, et une validation de l'ensemble des prestataires, de l'ensemble des partenaires institutionnels, est validée par le préfet. Voilà, donc ça, c'est quand même, vous voyez bien qu'il y a eu ce cheminement porté par l'État, porté par des dispositifs et une volonté de labelliser une qualité éducative. Une volonté de labelliser une qualité éducative. Et on est dans ce parcours. Et pour faire ça, on a la CAF, qui est le relais financier en fait, qui vient appuyer cette capacité à mettre en œuvre ce projet éducatif, c'est-à-dire la CAF, qui vient financer, vous aider à financer cette ambition. C'est bien beau d'avoir une ambition, c'est bien beau d'avoir des injonctions de l'État, mais si la CAF vient en plus vous aider à les mettre en œuvre, on est sur un circuit qui peut fonctionner et que l'on va étudier. Et c'est quand même dans ce dispositif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors maintenant, on va revenir sur les différents types d'accueil. Aujourd'hui, vous avez l'accueil garderie. Quand j'ai écouté Sabine tout à l'heure et quand je vois le travail qu'ils font,
je me dis, elle n'est pas que dans de la garderie. La garderie, c'est, vous vous souvenez, pour ceux qui ont ma génération, c'est l'ATSEM qui le soir surveille l'ensemble des enfants avec des taux d'encadrement qui pouvaient aller de 1 pour 40, 1 pour 50, 1 pour 60. Bon, certains diront, ben, ça ne sortait pas si mal que ça. Oui, sauf que la société a changé. Et en fait, aujourd'hui, cette notion de garderie, pardon, voilà, cette notion de garderie, ici, à Verdun-sur-Garonne, elle est à peu près calibrée à un encadrant pour 30 adultes. Pour 30 enfants, pardon. Un agent pour 30 enfants, ça veut dire que pour l'ensemble des personnes que vous êtes ici, il y aurait 3 animateurs. Voilà, je vous ai compté rapidement, vous êtes une centaine, un peu plus, il y aurait 3 animateurs, voire 4. Voilà, donc vous imaginez le nombre d'enfants qu'il faut encadrer à 3 ou 4. Alors c'est quoi maintenant, très symboliquement, ça va vous apporter quoi la garderie? D'abord, pas d'obligation de remplacer les agents absents, tout simplement parce qu'il n'y a aucune réglementation, aucune labellisation, chaque collectivité fait ce qu'elle veut. Ben, c'est une chance aussi. Pour certaines municipalités, voilà, on n'impose rien. Les agents non formés au métier d'animateur, les agents ne sont pas formés, donc il risque d'y avoir une démobilisation de ces agents, risque de démission des animateurs actuels par perte de motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, à Verdun-sur-la-Garonne, vous avez une chance énorme, pratiquement 100% des animateurs sont formés. Alors qu'il n'y a pas besoin. Oui, ils le sont, mais j'ai du mal à le dire, ça me paraît tellement impossible, mais 100% des animateurs sont formés. Alors qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est une chance énorme. Mais c'est quoi le risque? C'est ces animateurs qui sont formés au métier de l'animation, ils ne peuvent pas la mettre en œuvre. Donc il y aura une démobilisation. Il y a déjà, bien entendu, des animateurs qui pensent quitter le site de Verdun si un accueil périscolaire n'est pas mis en place. Vous comprenez bien que faire de la simple garderie quand on est capable de faire beaucoup plus, c'est compliqué. Autre point, difficulté de gestion des conflits entre enfants, c'est-à-dire qu'effectivement, avec des taux d'encadrement aussi faibles, c'est difficile d'avoir une attention particulière. Et sur les petits conflits internes entre les enfants, on n'a pas la même vision avec un taux d'encadrement aussi faible. Donc bien sûr, le risque d'accident est plus important. Et cette notion de risque d'accident, ne soyez pas choqués par le risque d'accident, mais tout simplement quand on est en situation de surveillance, on diminue le risque d'accident si on augmente le nombre d'animateurs. Là-dessus, on ne peut pas le dire autrement. Excusez-moi, 1 pour 30, c'est le taux légal d'encadrement? Il n'y a pas de taux légal pour la garderie, non. Il n'y a pas du tout. Voilà, on a vu des situations. C'est un dispositif qui n'a aucune labellisation et c'est porté par la responsabilité de la municipalité qui met en place ce qu'elle veut ou ce qu'elle peut. Et souvent, elle met en place ce qu'elle peut. Pas de prise en compte du rythme de l'enfant, c'est quand même compliqué ça. Vous imaginez que depuis 20 ans, on travaille avec des chronobiologistes pour mettre en place la réforme de rythme des enfants et imposer, réussir à accompagner au mieux les enfants dans leur journée. Et en fait, on ne peut pas le faire quand on est à la garderie. Alors finalement, accompagner les enfants le mieux possible, ça veut dire qu'à 16h30, il y a des enfants qui ont envie de quoi? Ils ont envie d'aller courir dans la cour. Mais il y a des enfants qui ont envie de faire des activités posées. Et il y a des enfants qui ont envie d'aller dans un coin calme. Donc la garderie ne permet pas d'avoir cette dissociation des besoins de chaque enfant. Parce qu'indépendamment des rythmes tels que les décrivent les chronobiologistes, et vous qui avez plusieurs enfants, vous le savez, il n'y a pas 2 enfants qui sont structurés pareil. Voilà. Donc la garderie ne permet pas de prendre en compte cette différence. Alors au niveau réglementaire, c'est relativement simple, parce qu'il n'y a pas de labellisation des services de l'État, donc il ne peut pas y avoir soutien de la CAF, et pas de possibilité d'obtenir un crédit d'impôt pour les parents qui ont les enfants de moins de 6 ans. Vous le savez que vous avez des dispositions sociales pour les enfants de moins de 6 ans, si vous donnez en garde vos enfants dans des structures labellisées qui peuvent vous fournir un certificat. Ce n'est pas le cas d'une garderie. Ok pour la garderie. Alors le périscolaire, c'est un dispositif intermédiaire qui lui non plus est soumis à aucune labellisation, mais c'est la ville de Verdun qui veut proposer ce service-là, qui vous propose ce service-là au niveau de ce référendum, pour dire on augmente le taux d'encadrement. Et du coup, on va avoir un niveau de travail un peu plus adapté et un petit peu plus pertinent avec les enfants. Et on sera mieux que de la simple garderie. Mais par contre, aucune labellisation. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment ça, un complément de la première fiche que j'ai bien détaillée.
Alors, c'est quoi la différence maintenant? Et quel est l'avantage d'un ALAE, d'un accueil de loisirs associé à l'école? C'est qu'il bénéficie d'une labellisation des services de l'État. C'est la DDCSPP, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui vous délivre, qui donne son agrément, et une fois que vous avez l'agrément, vous pouvez mobiliser un appui de la CAF, et un appui de la CAF qui est important. Mais il faut cette labellisation. Et lorsqu'on est labellisé, il y a des contraintes. Et du coup, elles sont imposées. Mais la première contrainte, c'est le taux d'encadrement. Voilà, on a estimé que le taux d'encadrement pour les maternelles, c'est 1 pour 14, et pour les élémentaires, 1 pour 18. On avait des taux d'encadrement un petit peu plus faibles. Maintenant, on est là-dessus. 1, 14, 18. Vous voyez qu'on est déjà un petit peu mieux. Il y a une obligation de remplacer les animateurs absents. Mais oui, vous avez le contrôle des services de l'État qui vous impose cette rigueur en termes d'encadrement. Donc, s'il y a un défaut d'animateur, vous devez le remplacer. Autrement, vous perdez votre labellisation et vous vous mettez en danger. Il y a une obligation de formation des animateurs. Alors, il y a un certain nombre d'animateurs qui doivent être diplômés, un certain nombre qui doivent être en cours de formation, et il y a l'acceptation d'avoir quelques animateurs qui ne sont pas formés. Voilà. Vous avez vu que sur Verdun-sur-Garonne, actuellement, on est plutôt bien. Et lorsqu'on a un ALAE, qu'on est dans cette structure relativement confortable pour mettre en place une action éducative, on peut avoir un véritable projet éducatif qu'on va construire avec les enseignants, qu'on va construire avec les parents, qu'on va construire avec les réalités de terrain, et qui vont permettre justement d'avoir un vrai projet éducatif autour de vos enfants. Et là maintenant, moi je porte la casquette de celui qui a vu l'évolution depuis les années 88, quand j'ai démarré. Au départ, on avait vraiment deux piliers de l'éducation. On avait l'école et les parents. Et lorsque sont arrivées les associations et les fédérations d'éducation populaire sur ces animations intermédiaires, on s'est rendu compte qu'elles avaient un rôle éducatif essentiel sur des enfants qui étaient en difficulté. Un enfant qui est en difficulté scolaire peut être récupéré et peut récupérer des valeurs intéressantes sur ces moments-là. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, c'est très important ce que je vous dis, mais voilà. Donc, du coup, ça permet de construire un véritable projet éducatif porté autour de ces valeurs éducatives. Et d'ailleurs, entre nous, on a aussi obligation de mettre en place un projet associatif, un projet éducatif lorsqu'on est soutenu par l'État. Dernier point, prise en compte des rythmes de l'enfant, approche individualisée, c'est essentiel, vous le savez. Il y a des enfants qui sont fatigués le soir, il y a des enfants qui ont des problèmes chez eux, il y a des enfants qu'il faut individualiser, qu'il faut accompagner de façon plus précise. Et ce taux d'encadrement permet de le faire. Mais on a aussi des enfants qui ont besoin d'être libres de jouer tout seul. L'activité libre, être capable de jouer tout seul, ça a du sens, c'est essentiel. Sauf qu'il ne suffit pas de balancer le ballon de la cour en se disant ça va marcher, ça ne marche pas comme ça. On met en place un dispositif et des éléments qui permettront que ça se passe bien. Et l'animateur va agir par petites touches pour faire que tout se passe bien. Mais si ça marche, c'est pas si magique que ça, et vous le savez, vous qui avez 2, 3, 4 ou qui de temps en temps ont organisé un anniversaire avec 12 enfants, vous voyez bien la difficulté. Temps d'accueil et d'échange avec les parents, évidemment, quand le taux d'encadrement est supérieur, la relation avec les parents peut être de meilleure qualité, évidemment, sur la phase de prise en charge de l'enfant et de restitution de l'enfant. Bon, et maintenant, sur les aspects réglementaires, c'est là que ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on met en place ce dispositif labellisé et qu'on a l'agrément de la DDCSPP, on peut obtenir de la part de la CAF, donc, un soutien financier, voilà, sous forme de prestations prestations de services ordinaires, merci, la PSO, et qui est permanente, pérenne, et sur laquelle on va compter tout au long des années. Voilà les différents dispositifs. Le calcul des coûts maintenant, on va aller assez vite, mais sachez qu'on a fait un travail de recensement du nombre d'enfants par structure scolaire. Donc on a fait un recensement du nombre d'enfants par structure sur le matin, le midi et le soir. Donc on a déjà vu les éléments. On sait combien on a d'animateurs aujourd'hui. Et si on met en place une garderie, on sait que les réajustements en termes d'animateurs sont relativement faibles. Il y en a quand même, liés à la perte des emplois aidés, il y a certains emplois qui n'ont pas été renouvelés. Voilà, donc les réajustements sont relativement faibles.
Par contre, lorsqu'on passe sur un taux d'encadrement supérieur à 1 pour 22, vous avez donc les obligations légales qui sont ici sur 1 pour 22, ici ce qui existe en termes d'animateurs municipaux, et les compléments à mettre en œuvre lorsque vous déciderez de passer sur ce type de service. Voilà, il faudra rajouter des animateurs pour y arriver. Alors c'est maternelle et élémentaire. Alors maternelle en haut et élémentaire. Si vous voulez, on a fait un travail un peu complexe, à la fois par groupe scolaire et par élémentaire et maternelle. Mais bon, on a fait le choix de vous le présenter maternelle et élémentaire. Et après on le globalise, bien sûr. Alors si vous voulez, actuellement, il y a un certain nombre d'agents municipaux, ce qu'a décrit Sabine tout à l'heure. Et si on veut être vraiment au taux d'encadrement recherché, 1 pour 22, il y a des réajustements. Il y a des endroits où il y a un petit peu plus de monde, et vous le verrez que c'est en maternelle. Et par contre, en élémentaire, il y a un petit peu moins de monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même des partis pris, et il y a voilà, la direction prend parfois le parti d'avoir un petit peu moins d'animateurs en élémentaire et de les rajouter en primaire. Alors ça, c'est un travail en interne que nous, on a réalisé, qui nous permet d'avoir une véritable approche globale. Mais là, dans la restitution qu'on vous donne, on vous donne les chiffres réels, mais schématiques. Alors, par contre, bien évidemment, si on met en place un dispositif périscolaire, là, en termes d'animateurs complémentaires, il y en aura beaucoup plus. Donc, vous voyez que sur la phase... en maternelle, finalement, pas tant que ça. Mais par contre, sur les élémentaires entre midi et 2, il y en a beaucoup. Le soir, il en faudrait 3 aussi. Donc, il y a un complément d'animateurs qui est important, qui est de l'ordre de 8 et 2, 10 et 3, 13 animateurs de plus. Vous voyez, on double pratiquement le nombre d'animateurs. Donc, c'est une incidence financière forte, mais ça permet d'accéder à un service éducatif de meilleure qualité, et ça permet d'accéder à une labellisation et un appui financier de la CAF. Pardon. Je suis allé trop vite. Et pourtant, j'ai mis des couleurs pour bien identifier. Donc, le violet, c'est le périscolaire. C'est la couleur que vous aurez sur votre document. J'ai utilisé les mêmes couleurs pour de la clarté. J'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas d'obligation légale non plus pour le périscolaire. Non. Je suis désolé. J'ai dérapé. Je suis allé trop vite. Alors, périscolaire, on est sur le même dispositif que la garderie, avec un taux d'encadrement renforcé, et qui va demander des animateurs complémentaires. Retenez ça. Il n'y a pas de cadre légal non plus. Non. C'est la commune. Non, et en fait, ce dispositif périscolaire, c'est une invention Verdun-sur-Garonne, hein, sur politiquement, les élus ont dit, voilà, nous on peut proposer la garderie simple de base, mais on peut aussi proposer une garderie améliorée qu'on va appeler périscolaire, pour éviter la confusion. Et le troisième dispositif, qui est l'ALAE labellisé, et qui lui a de vraies contraintes, et donc l'ALAE labellisé, oui. Alors du coup, on est un petit peu mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que déjà, il y a la mise en place de quelques activités éducatives, et avec le périscolaire, il y en aura un petit peu plus. Oui, oui. Par contre, oui. Par contre, attention, il ne sera pas possible... C'est une garderie améliorée. Aujourd'hui, en phase de garderie, les animateurs font des miracles. En garderie améliorée, ils feront un petit peu plus de miracles. Exactement. Ce sera de meilleure qualité puisqu'il y a un taux d'encadrement supérieur. Peut-être oui, parce que parfois les réponses vont arriver. On continue, on la garde sous le coup de votre question. Troisième dispositif, donc l'ALAE labellisé, donc ce coup-ci on y est, qui
va demander bien sûr des besoins d'animateurs supplémentaires, donc 2 le matin à maternelle, 6 entre midi et 2 et 5 le soir, vous voyez c'est important, et 2 le matin en élémentaire, 10 entre midi et 2 et 4 le soir. Sachant que les animateurs labellisés peuvent être aussi des agents qui sont aujourd'hui au service, et parce qu'ils ont une formation, seront certainement labellisés par Jeunesse et Sport, qui viendra faire un contrôle et qui viendra valider le dispositif. Voilà, ce qui bien sûr n'est pas encore fait à ce jour. On a vu les 3 dispositifs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr, on a fait une estimation de la prestation de la CAF en fonction du nombre d'enfants par séquence tel qu'on les a aujourd'hui, avec le taux de prestation par séquence enfant qui va être répercuté par la CAF, et on arrive au final à une aide de la CAF estimée à peu près à 120 000 €. Bon, cette aide, on l'a faite avec une minoration de 5% pour avoir une estimation plus réaliste, pour être un petit peu plus tranquille et avoir un budget prévisionnel un petit peu plus confortable, mais les 5% c'est à peu près ce qu'il nous faut aujourd'hui, parce qu'entre la théorie et la réalité on peut avoir des décalages. Donc retenez que l'aide de la CAF pourrait être de 120 000 € dans le cadre de ce dispositif, qui bien entendu n'existerait pas dans les autres dispositifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, on n'est pas en mesure de savoir exactement comment la CAF va vous soutenir. Elle peut soutenir via la PSO, ça c'est gagné, il n'y a aucune difficulté. Par contre, via le contrat enfant-jeunesse, qui est un dispositif porté aussi par la CAF, elle pourrait vous financer. Sauf qu'il y a eu des